Le vernis s'écaille sous mes ongles. Mais la patine du vieux secrétaire que j'étais en train de restaurer était impeccable. C'était un soir de printemps à Chartres. Et Léo, mon fils de 8 ans, s'ingéniait à reconstruire une maquette de la cathédrale, ses petits doigts agiles mais recouverts de colle. La lumière orange du crépuscule filtrait par la fenêtre de notre petit appartement, inondant l'atelier cuisine d'une douce chaleur. C'est à ce moment-là que la boîte aux lettres a cliqueté, annonçant l'arrivée de l'enveloppe. Épaisse, lourde, d'un papier crème luxueux. Mon nom, Antoine Dubois, y était calligraphié d'une main élégante, sans la moindre faute, ce qui était déjà une prouesse. L'adresse de retour indiquait le château de Valois, la demeure ancestrale de ma mère, Éléonore, en Touraine. À l'intérieur, une invitation de mariage. Mon frère cadet, Hugo, épousait Solange. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis près d'1 an. Pas depuis Pâques dernier, quand Éléonore nous avait clairement signifié que la réunion de famille serait intime et ne nous incluait pas. Pourtant, là, sur ce carton liseré d'or, on nous demandait de venir célébrer son grand jour avec Solange Leclerc, la perle rare. Architecte de renommée, sourire parfait, réseau mondain impeccable. Probablement jamais mis les pieds dans une friperie de sa vie. Solange était le genre de femme qu'Éléonore ne manquait jamais de me brandir sous le nez. C'est ce que tu aurais pu avoir, Antoine, si tu n'avais pas fait de si mauvais choix. Sous-entendu, la mère de Léo disparut sans laisser de traces quand mon fils avait à peine 2 ans. J'ai 40 ans et je suis père célibataire. Léo avait le regard brillant en voyant l'invitation. Ça veut dire que tonton Hugo veut qu'on soit là, avec tout le monde. Je lui ai répondu oui. Je me suis même autorisé à croire que cela signifiait que les choses changeaient enfin. Que nous étions de nouveau les bienvenus. L'illusion n'a duré que 3 minutes, le temps que j'appelle Éléonore. Alors, lui ai-je dit, nous avons reçu l'invitation, je ne m'y attendais pas. Elle a laissé échapper un petit soupir, puis a précisé, c'était l'idée de Solange. Elle pensait que cela ferait plus distingué. J'ai hésité. Je réponds pour nous deux alors ? Elle a pris une éternité avant de répondre. Bien sûr, mais ne t'attends pas à des folies. Tu ne fais pas partie du cortège nuptial, évidemment. Évidemment. J'ai trouvé un costume bleu marine pour Léo chez un tailleur de quartier. Légèrement trop grand, mais il l'adorait. Il disait qu'il ressemblait à un détective de l'espace. J'ai moi-même loué une veste de cérémonie. C'était la première fois que je portais des chaussures peu habillées depuis au moins 4 ans. Je m'étais dit que nous irions, que nous serions polis, que nous resterions discrets. Peut-être était-ce une main tendue, silencieuse, un peu feinte, mais une main tout de même. Solange était le type de femme qu'Éléonore avait toujours rêvé que je courtise. Une femme à afficher sur les réseaux sociaux, ses ongles assortis à sa pochette. Elle savait probablement quel couvert utiliser avec le homard. Mais rien de tout cela n'importait à Léo. « On va s'asseoir avec tout le monde ?» a-t-il demandé. « Peut-être, ai-je dit. Ils applaudiront quand on entrera ?» J'ai souri. J'en doute, mon grand. Pourtant, il n'arrêtait pas de sourire. Et je l'ai laissé faire. Nous avons préparé une petite valise et réservé une chambre bon marché dans un motel à Saumur, non loin du château de Valois. Je lui ai acheté de nouvelles chaussettes et une cravate à clipser. J'ai même repassé ma chemise avec une serviette et le fer du motel qui sentait le brûler. En conduisant ce matin-là, Léo était sur la banquette arrière, s'entraînant à dire « Félicitations pour votre mariage », comme s'il répétait pour une pièce de théâtre scolaire. Je me suis garé sur le parking, observant les voitures rutilantes et les voituriers aux oreillettes, et je me suis dit « Souris juste, garde la tête basse, fais en sorte que ce soit facile ». Nous sommes sortis. Léo a ajusté sa cravate et m'a pris la main. « Tu es prêt ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête vivement. « Et toi ?» Je ne l'étais pas, mais j'ai dit « Oui », et nous sommes entrés. Nous avons pénétré dans la grande salle de réception, et cela m'a frappé comme un coup de poing. L'odeur des lys blancs, du vin et d'un parfum dont je savais qu'il coûtait plus cher que mon salaire mensuel. L'endroit semblait tout droit sorti d'une de ces émissions de mariage que la mère de Léo regardait autrefois. Haut plafond sculpté, poutres apparentes, immenses fenêtres donnant sur des collines couvertes de vignes.
Des chandeliers de cristal scintillaient au-dessus de tables dressées de couverts dorés. Tout criait l'argent, le faste. Léo a serré ma main plus fort. Ses yeux se sont posés sur le lustre colossal au-dessus de nos têtes, des orbes de verre suspendus comme des feux d'artifice gelés. On dirait un vaisseau spatial, a-t-il chuchoté. J'ai hoché la tête. Un vaisseau spatial très chic ? Nous avons fait quelques pas. Les gens étaient encore en train de trouver leur place, de se mêler. Un quatuor à cordes jouait quelque chose qui aurait pu accompagner une publicité pour dentifrice. Solange se tenait près de la table d'honneur, toute de dentelle et de brillance, riant à la remarque d'une de ses demoiselles d'honneur. Elle ressemblait à une planche Pinterest vivante, pas un cheveu de travers. Elle s'est tournée, nous a vus, et son visage s'est figé une demi-seconde avant qu'elle ne force un sourire et me donne le hochement de tête le plus raide que j'ai jamais vu. Avant que je ne puisse réagir, Léo a lâché ma main et s'est avancé vers elle. « Vous ressemblez à une princesse », a-t-il dit très sérieusement. Solange a cligné des yeux, surprise. « Eh bien, merci. » Ce fut tout. Elle lui a tourné le dos. Léo est revenu vers moi, souriant comme s'il venait de rencontrer une célébrité. 1 minute plus tard, Hugo s'est approché. Élégant, posture rigide, les yeux faisant cette chose étrange, comme s'il voulait me regarder mais n'y parvenait pas tout à fait. Il est allé droit sur Léo. « Salut, petit homme, tu es sur ton 31, a-t-il dit, lui donnant une accolade d'un bras. Léo a rayonné. « Merci. » Hugo s'est relevé, a hoché la tête une fois dans ma direction, les yeux quelque part au-dessus de mon épaule, puis s'est éloigné. Pas d'étreinte, pas de « content de te voir ». Rien. Je n'ai même pas eu le temps de me sentir mal à l'aise avant qu'un des huissiers ne s'approche. Un jeune homme avec un bloc-notes. « Non ?» a-t-il demandé. « Antoine Dubois, avec mon fils, Léo. » Il a scanné la liste, puis a indiqué « Vous êtes à la table 18, par ici. » Nous l'avons suivi, passant devant des rangées de tables impeccablement dressées, remplies de gens rieurs, de cousins, d'amis, de collègues, de tout le maudit clan. Nous avons dépassé la table 10, celle de mon oncle Philippe et de ma tante. La table 12, celle des amis d'université d'Hugo. Nous ne nous sommes arrêtés qu'au fond du coin le plus éloigné, derrière une rangée de grands palmiers en pot, pratiquement contre le mur. La table 18. Juste à côté des portes battantes des cuisines. Le sifflement des plateaux, le cliquetis des assiettes, le personnel de service se faufilant toutes les 5 secondes. Léo n'a rien remarqué. Il fixait toujours le lustre. « Je parie qu'il s'ouvre et tire des rayons de lumière », a-t-il chuchoté. J'ai forcé un sourire. Peut-être après le gâteau. J'ai tiré sa chaise. Le coussin a glissé un peu sur le sol lisse et l'enfant a failli basculer en arrière. Je l'ai rattrapé juste à temps. Nous nous sommes assis. J'ai de nouveau balayé la pièce du regard. Table après table de visages souriants et de coupes de champagne. Tout le monde baignait dans une lumière chaude. Nous étions pratiquement dans l'ombre. Un couple que nous ne connaissions pas nous a rejoints. Fin de la trentaine, peut-être, probablement du côté de Solange. Ils ont esquissé un sourire poli, sans prendre la peine de se présenter. Puis, j'ai vu Éléonore. Elle flottait devant la table 9, un verre de vin à la main, se penchait par-dessus l'épaule de quelqu'un et gloussait assez fort pour faire tourner les têtes. Sa robe était une chose lavande pâle avec des strass le long des manches. Elle avait l'air de passer une audition pour une réunion des Real Housewives. Elle ne nous a pas jeté un seul regard, pas une seule fois. Au lieu de cela, elle a glissé vers Solange, lui a embrassé la joue et a dit assez fort pour que je l'entende à travers la pièce. « Ma nouvelle fille est absolument parfaite. » Solange a gloussé et s'est penchée vers elle, comme si elles étaient des sœurs de sororité. Léo m'a tiré la manche. « Mamie va s'asseoir avec nous ?» J'ai éclairci ma gorge. « Non, mon grand, elle a une place devant. » Il a hoché la tête lentement, essayant de comprendre. Le quatuor à cordes a terminé. Une femme avec un casque s'est dirigée vers le micro, a annoncé le cortège nuptial. Tout le monde a applaudi. Les demoiselles d'honneur ont défilé, suivies par les garçons d'honneur. Hugo et Solange sont entrés en dernier, souriant, se tenant la main comme sur une couverture de magazine. Ils ont pris leur place à la table d'honneur,
Un projecteur vif les éclairait. Des roses empilées comme des nuages. Nous étions à peine visibles derrière un ficus. Le dîner a commencé. Les serveurs sont arrivés par vagues. Poissons parfaitement dressés. Une sorte de risotto. Des asperges tressées. Nous avons eu la même nourriture que tout le monde, bien sûr. Mais la nôtre était tiède quand elle est arrivée à la table 18. Cela n'importait pas à Léo. Il était toujours émerveillé. Il chuchotait sur la musique, les lumières, à quel point les serveurs avaient l'air cool avec des serviettes sur les bras. Et pendant une seconde, je me suis permis de respirer. Peut-être que ce ne serait pas si terrible. Peut-être que nous resterions assis, mangerions, applaudirions poliment, et que cela passerait. Puis, les lumières ont un peu baissé. Et le maître de cérémonie a dit « Nous sommes prêts à commencer les discours ». Je me suis redressé. Léo a applaudi. J'ai jeté un coup d'œil à la table d'honneur. Solange s'est levée, a lissé sa robe et a pris le micro. Je me suis dit que ce serait inoffensif. Juste de douces petites histoires. Des blagues légères. Rien de personnel, j'aurais dû le savoir. Solange se tenait à la table d'honneur, micro dans une main, coupe de champagne dans l'autre. Elle a jeté un rapide coup d'œil vers la cabine de son, comme si elle attendait son signal. Les lumières se sont encore un peu adoucies. Elle a souri, comme si elle avait attendu toute sa vie de jouer ce rôle. La salle était devenue silencieuse. Ce genre de silence fin où les gens sont encore à moitié rieurs après le dernier toast et se servent du vin, mais sont prêts à applaudir sur commande. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir. A-t-elle commencé, sa voix douce et polie, comme si elle avait été coachée. Sincèrement, du fond du cœur, cela signifie énormément que vous soyez tous là pour célébrer ce nouveau chapitre avec Hugo et moi. Quelques applaudissements dispersés, principalement de son côté. Ses parents avaient l'air assez fiers pour exploser. Elle a continué, doucement et posément. Elle a parlé de sa rencontre avec Hugo, comment leur chemin s'était croisé au bon moment, comment Dieu a un plan pour chaque histoire d'amour. J'ai jeté un coup d'œil à Léo, qui était à moitié à travers son petit pain et se balançait doucement sur sa chaise, comme s'il écoutait une berceuse. Je me suis un peu penché en arrière. Peut-être avais-je été trop tendu. Peut-être que ce ne serait vraiment qu'une conversation de mariage inoffensive. Puis le ton de Solange a changé, juste assez pour le sentir. Et bien sûr, a-t-elle dit, marquant une pause comme une humoriste sur le point de lâcher une blague, je dois remercier mon futur beau-frère, Antoine. Mon estomac s'est serré instantanément. Le nom a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Elle ne m'a pas appelé Tonio. Personne dans cette pièce ne le faisait. Seules les personnes essayant de paraître formelles utilisaient Antoine. Je les regardais. Elle souriait maintenant, mais ce n'était pas le sourire chaleureux. C'était contrôlé, calculé. Je connaissais ce sourire. Je l'avais vu trop de fois sur le visage d'Éléonore. Il nous a vraiment montré à tous à quel point les pères célibataires peuvent être forts. Faire tout cela seul, a-t-elle dit, s'arrêtant juste assez longtemps pour que les mots suivants frappent plus fort après avoir été clairement ignorés par quiconque aurait voulu rester. Des rires, immédiats, forts, vifs, bruyants. Pas le genre silencieux, poli. Une véritable hilarité. Quelques personnes ont même applaudi. Des verres de vin ont teinté dans la pièce. Quelqu'un près de la table d'honneur a sifflé. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ri. Je n'ai même pas cligné des yeux. Léo s'est tourné vers moi, confus. Il a tiré la manche de ma veste. « Pourquoi a-t-elle dit ça ?» a-t-il demandé, la voix basse, comme s'il n'était pas sûr d'avoir fait quelque chose de mal. Je ne pouvais pas répondre. Ma bouche était sèche. Ma poitrine s'est resserrée. Puis, du centre de la pièce, la voix d'Éléonore a retenti. Trop forte, trop préparée. Eh bien, au moins il s'est enfin habillé, a-t-elle dit, agitant son verre de vin en un lent cercle. On dirait qu'il ne sort pas d'un de ces ateliers poussiéreux. Cela a provoqué une autre salve de rire. Pas aussi forte qu'avant, mais suffisante. Le genre qui piquait davantage parce qu'elle venait par vagues. Les gens ricanaient comme si c'était normal, comme si c'était mérité. J'ai fixé la nappe. Elle était de couleur blanc cassé avec un léger motif de vigne. Il y avait une petite tache de beurre près de mon assiette. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. Léo me regardait toujours. Ses épaules étaient tendues, ses lèvres pressées
comme s'il retenait une question qu'il ne savait pas comment poser. J'ai levé les yeux et balayé la pièce. Personne d'autre ne nous regardait. Tout le monde était retourné à ses repas, à son vin, à ses rires désinvoltes. Solange a passé le micro à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas entendu à qui. Elle s'est assise comme si rien ne s'était passé, comme si ce qu'elle avait dit était tout à fait normal. Juste un toast intelligent et un peu piquant. Je sentais la chaleur monter dans mon cou, mes oreilles, ma poitrine. Pas seulement de l'embarras, quelque chose de plus lourd. De la honte peut-être, de la rage mêlée à de l'impuissance. Ce sentiment quand on sait qu'il n'y a rien que l'on puisse dire qui fera en sorte que quelqu'un s'en soucie. Léo a cherché son verre d'eau. Le verre a basculé, éclaboussant un peu la table. Pas grand-chose, mais assez pour le faire tressaillir. « Pardon ?» a-t-il marmonné. J'ai secoué la tête. « Ce n'est rien, mon grand. » Il a regardé le lustre, comme s'il avait besoin de quelque chose de lumineux sur quoi se concentrer. Je suis resté assis, immobile, tandis que les gens recommençaient à applaudir celui qui parlait ensuite. Le rire d'Éléonore a de nouveau flotté, plus mince cette fois, comme si elle forçait trop. Je l'ai vue pencher la tête en arrière et faire tournoyer son verre comme si elle était de la royauté. Je savais exactement ce que c'était. Ce n'était pas juste une blague, c'était l'approbation d'Éléonore enveloppée d'un affront. Son feu vert à tous les autres que j'étais toujours l'échec désigné de la famille. Et Solange, elle ne faisait qu'y mettre un point final. J'ai senti tout cela dans ma mâchoire, dans mes poings serrés sous la table. J'avais répété ce moment 100 fois dans ma tête au fil des ans. Me lever, les interpeller, renverser une table, n'importe quoi. Mais quand cela a vraiment frappé, tout ce que j'ai fait, c'est rester assis, comme si j'étais cloué à cette maudite chaise. Plus de tintement, plus de fourchettes raclant les assiettes. Quelqu'un a demandé plus de vin. La vie a continué comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Je le sentais sur ma peau. Léo n'a plus touché sa nourriture. La serveuse est venue débarrasser les assiettes et a souri sans nous regarder. Elle n'avait probablement pas entendu le discours. Elle ne savait probablement pas qu'elle raclait la honte du bord de la table. De l'autre côté de la pièce, Éléonore s'est penchée vers Solange et a dit autre chose qui l'a fait rire. Petit et suffisant. Le genre de rire que les gens lâchent quand ils savent qu'ils ont gagné. J'ai essayé d'avaler. Je n'y suis pas parvenu. Je ne pouvais pas respirer correctement. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas croire que c'était réel. J'ai balayé la pièce du regard. Pas une seule personne ne m'a regardé. Mon oncle Philippe, le frère aîné d'Éléonore, était assis avec sa femme à la table 10, à seulement quelques mètres. Il a essuyé le coin de sa bouche avec une serviette, l'a plié proprement et a repris sa mastication. Comme si rien ne s'était passé. Ma cousine Manon était en face de lui, le visage éclairé par son téléphone. Elle faisait défiler, peut-être envoyer un message à sa sœur à propos de ce que Solange avait dit. Peut-être était-ce déjà en train de devenir un potin. Et mon grand-père Armand, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait dit un jour « Tu ne laisses pas les gens te rabaisser juste parce qu'ils sont plus bruyants ». Il fixait son assiette comme si la purée de pommes de terre avait quelque chose d'important à dire. Il n'a pas levé la tête, pas une seule fois. Léo n'avait pas touché sa fourchette depuis 5 minutes. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, ses yeux fixaient le verre vide devant lui, et sa bouche était une ligne droite et pâle. Plus de blagues de vaisseau spatial, plus de chuchotements sur les lumières ou la musique, juste le silence. C'est ce qui m'a brisé. J'ai repoussé ma chaise. Elle a raclé fort sur le sol. Assez fort pour faire tourner quelques têtes, mais pas assez pour que quelqu'un arrête de manger ou de boire. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis juste levé, j'ai tendu la main vers celle de Léo et j'ai commencé à me pencher pour chuchoter. Allons-y. Mais avant que je ne puisse dire un mot, je l'ai entendu. Le grincement d'une autre chaise derrière moi. Hugo. Il s'est levé. Lentement, délibérément, le bruit de sa chaise traînant sur le sol poli a semblé plus fort que toute la pièce. Il ne regardait pas Solange, ne regardait pas Éléonore. Il me fixait droit dans les yeux. Sa mâchoire était serrée, les yeux vifs, les épaules carrées. Il avait l'air furieux. J'ai figé. Léo a levé les yeux vers lui aussi, incertain, ses petits doigts serrés plus fort autour des miens. Tout le monde a remarqué alors. Le bourdonnement de la pièce a diminué.
comme si l'air avait baissé de 5 degrés. Le serveur qui passait avec un plateau de flûte s'est même arrêté en plein mouvement. Hugo n'a rien dit au début, il m'a juste regardé, comme s'il essayait de comprendre quelque chose en temps réel. Puis il s'est tourné lentement, a fait face à la foule et a balayé la pièce du regard. Et il a arraché le micro de la main de Solange, sans demander, sans expliquer. Il l'a juste pris. Solange a semblé abasourdie. Sa bouche s'est entr'ouverte comme si elle était sur le point de dire quelque chose. Peut-être protester, peut-être demander ce qu'il faisait. Mais aucun son n'est sorti. Le visage d'Éléonore s'est déformé. On pouvait voir la couleur changer sous son maquillage. Elle avait l'air d'avoir croqué dans un citron. Hugo a levé le micro. La pièce est devenue silencieuse. Il a regardé la foule. Des rangées de personnes tenant encore leur coupe de champagne à mi-chemin de leur bouche. « Je ne vais pas laisser passer ça », a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle n'avait pas besoin de l'être. Chaque personne écoutait. « Ce n'était pas une blague », a-t-il dit, ses yeux fixés sur les tables devant lui. C'était de la cruauté. Solange était figée sur sa chaise, les mains sur ses genoux. Le sourire qu'elle avait plus tôt avait disparu. Son visage était vide. Éléonore s'est agitée sur son siège, secouant déjà la tête. Hugo a continué. Antoine a élevé son fils seul, travaillant double pour que Léo ne manque de rien. Il a tenu bon, seul, tandis que la plupart d'entre vous se contentèrent de juger et n'ont rien fait pour aider. Il s'est légèrement tourné, regardant maintenant la table 10, mon oncle Philippe, mon grand-père Armand. Il a fait des boulots que personne ne voulait. Il a répondu présent quand personne d'autre ne l'a fait. Et il a amené son enfant ici aujourd'hui avec respect. Quelque chose que certains d'entre vous ont clairement oublié de montrer. Un murmure a éclaté près des tables du milieu. Choc silencieux. Personne ne s'y attendait. Puis, il a regardé Solange. Vous avez raillé la seule personne décente dans cette pièce qui n'a pas demandé d'attention, qui n'a rien demandé. Et vous l'avez fait pour provoquer un rire. Quelqu'un près du bar a haleté. Une des demoiselles d'honneur a laissé tomber sa serviette. Solange a cligné des yeux, a essayé de parler, juste un mot. Hugo. Mais il lui a tourné le dos, ne lui a pas laissé de chance. Il a de nouveau regardé la pièce, le micro toujours levé. Si c'est ça, la famille, a-t-il dit, la voix ferme et posée, alors je n'en veux pas. Et puis il a marché. Pas vite, pas en s'enfuyant, juste calmement, droit au milieu de l'allée centrale entre les tables, à travers les visages stupéfaits, vers la sortie. Il n'a même pas pris sa veste de smoking. Il n'a pas dit au revoir. Il n'a pas regardé en arrière. Solange est restée sur sa chaise, les mains serrées, le micro toujours devant elle, comme si elle ne savait pas s'il fallait le laisser tomber ou continuer à faire semblant que la soirée pouvait être sauvée. Éléonore avait l'air furieuse. Maintenant, son visage était rouge, la bouche ouverte comme si elle était sur le point de cracher des clous. Léo fixait Hugo comme s'il venait de voir quelqu'un désamorcer une bombe. Je ne savais absolument pas quoi faire. La pièce était figée. Personne ne parlait, personne n'applaudissait, personne ne s'est même levé. Juste ce silence encore. Réel cette fois, pas le genre de silence de mariage fin. J'ai tendu la main vers la veste de Léo et l'ai doucement redressée aux épaules. Il a levé les yeux vers moi. Toujours pas de sourire, juste de grands yeux. Je ne me suis pas rassis. Personne ne bougeait. Léo regardait toujours la porte par laquelle Hugo était parti. Et je me tenais toujours à côté de lui, la main sur son épaule, attendant le prochain coup. Mais il n'est pas venu. Pas tout de suite. La pièce entière était plongée dans un silence stupéfait. Comme si la fête s'était écrasée contre un mur de briques. Solange avait toujours le micro à la main. Ses jointures étaient blanches autour de la poignée. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas, se tenait là, comme si quelqu'un avait oublié de programmer son prochain mouvement. Le DJ avait la main près de son ordinateur portable, comme s'il ne savait pas s'il fallait jouer une chanson lente ou débrancher tout le système et se faufiler par l'arrière. Puis Éléonore s'est levée. Elle s'est levée rapidement, comme si elle voulait prendre quelqu'un de vitesse. Et dès qu'elle a ouvert la bouche, sa voix a été assez perçante pour fendre l'air. « Hugo !» a-t-elle hurlé, comme s'il pouvait encore être dans la pièce. « Reviens ici !»
Les gens ont tressailli. Cette voix était du pur Éléonore, perçante, polie et furieuse. Mais Hugo n'est pas revenu. La porte au bout du couloir est restée fermée. Elle a regardé autour de la pièce, soufflant, ajustant la bretelle de sa robe comme si cela allait arranger le moment. « Eh bien ?» a-t-elle dit, jetant un coup d'œil à Solange comme si elles avaient répété une sorte de sauvetage. Il est clairement contrarié. Mais ce n'est pas le moment pour les caprices. Personne n'a applaudi. Personne ne l'a soutenue. Elle a attendu une demi-seconde, puis s'est tournée vers moi. Et c'est là qu'elle a croisé le regard de Léo. Son visage a tressauté, comme si elle avait oublié qu'il était là. « Honnêtement ?» a-t-elle dit, la voix toujours élevée. « Tu l'as embarrassé, Antoine. Tu gâches toujours tout. » C'en était trop. Pas la blague, pas la foule qui riait, pas les décennies d'être ignoré, repoussé et blâmé pour tout. Ça, Léo a tressailli quand elle l'a dit. Et j'ai vu quelque chose se briser en lui. Comme s'il réalisait tout d'un coup que cela ne me concernait pas seulement. Cela le concernait aussi. J'ai avancé devant sa chaise. « Vous n'allez pas manipuler ça ?» ai-je dit, assez fort pour que tout le monde aux tables environnantes entende. Les sourcils d'Éléonore se sont levés. « Pardon ?»« Non, » ai-je dit. « Vous n'allez pas faire semblant de ne pas avoir adoré chaque seconde de ce qu'elle a dit. » Solange n'avait toujours pas bougé, serrant toujours ce micro comme si elle attendait sa prochaine réplique. « Vous ne l'avez pas arrêté ?» ai-je dit. « Vous avez ri, vous avez empiré les choses. Et les autres ?» Je me suis tourné, j'ai regardé les tables. Vous êtes tous restés assis. Personne n'a établi de contact visuel. Même ceux qui semblaient être d'accord avec Hugo. Personne n'a parlé. Juste des yeux baissés et des mouvements sur leur chaise. J'ai regardé de nouveau Éléonore. Sa bouche était serrée. Ses mains étaient crispées maintenant. Le verre de vin tremblait légèrement dans sa prise. « Vous pensez que j'ai tout gâché ?» ai-je dit. « Vous m'avez coupé de cette famille, il y a des années. » Tout ce que j'ai fait, c'est me présenter. Tout ce que j'ai fait, c'est amener mon enfant au mariage de son oncle et m'asseoir à la table que vous avez fourrée dans l'ombre. Vous avez veillé à ce que nous soyons invisibles. Éléonore a essayé de parler de nouveau, mais je n'avais pas fini. Vous êtes resté là et avez laissé Solange me traiter comme une ordure devant mon fils. Vous l'avez laissé plaisanter sur le fait que j'ai été laissé pour compte, comme si Léo était une sorte d'accident que vous deviez tous tolérer. Et ensuite, vous avez le culot de dire que j'ai gâché ça ? Solange a enfin bougé, juste légèrement, comme si son cerveau avait rattrapé son corps et réalisé que le micro était toujours dans sa main. « Je ne voulais pas dire ça comme ça », a-t-elle dit, les yeux écarquillés. C'était juste, c'était censé être drôle. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle était toujours dans sa parfaite robe de dentelle, maquillage impeccable, cheveux épinglés comme sur une couverture de magazine. Mais rien de tout cela ne l'aidait maintenant. Sa voix était creuse. Son sourire, celui qu'elle avait donné à Léo plus tôt, avait disparu. « On ne plaisante pas sur des gens qu'on ne connaît pas, » ai-je dit. « On ne se lève pas là-bas pour humilier quelqu'un qui sait déjà qu'il n'est pas désiré. Pas juste pour rire. » Elle a rouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle ne savait pas quoi dire. Et pour une fois, elle n'a pas essayé de faire semblant. Je me suis tourné vers Léo. Il me regardait, les yeux grands ouverts, attendant un signal. Un mouvement. Quelque chose. J'ai hoché la tête. « Viens, mon grand. Nous avons fini ici. » Mais avant que nous puissions partir, quelqu'un s'est levé. Un homme plus âgé près du centre. Mon grand-père Armand. Sa chaise a raclé lentement. Il s'est levé avec un certain effort, ajustant sa ceinture, lissant le devant de sa veste. Ses mains tremblaient juste assez pour le remarquer. Il n'a rien dit. Il s'est juste tenu debout. Ses yeux ont trouvé les miens. Et pendant une demi-seconde, j'ai pensé qu'il était peut-être sur le point de dire quelque chose de réconfortant, quelque chose de définitif, peut-être des excuses. Mais il m'a juste donné un petit hochement de tête, presque trop petit pour être réel. Et puis, il s'est rassis. Peut-être que c'était tout ce qu'il avait en lui. Peut-être était-ce plus que ce à quoi j'aurais dû m'attendre. Dans les deux cas, c'était suffisant. Pas bon, pas net, mais suffisant. Je me suis tourné vers la sortie. Léo a suivi,
ses petites chaussures vernies tapotant doucement sur le sol. Le bruit dans la pièce est resté bas. Pas même des chuchotements maintenant. Juste un silence stupéfait et le tintement d'un verre de vin ici et là. Pas de musique, pas d'applaudissements. Personne ne nous rappelant. Nous sommes passés devant la table 10. Mon oncle ne voulait toujours pas me regarder. Nous sommes passés devant les demoiselles d'honneur de Solange. L'une d'elles avait l'air d'être sur le point de pleurer. Éléonore est restée debout, toujours figée, toujours furieuse. Mais sa voix n'est pas revenue. Cette voix, celle qui remplissait chaque pièce, contrôlait chaque instant. Elle ne fonctionnait plus. Nous avons atteint la porte. Léo a levé les yeux vers moi. Je l'ai ouverte pour lui. Nous sommes sortis. Nous avons franchi les portes principales. Et dès qu'elles se sont refermées derrière nous, l'air a semblé différent. Plus lourd d'une certaine manière. La chaleur artificielle de la salle de réception a disparu. Comme si quelqu'un avait débranché l'illusion sur laquelle toute cette maudite fête avait fonctionné. Mais nous ne sommes pas partis tout de suite. Je me suis arrêté juste devant le bâtiment. Léo se tenait à côté de moi, regardant à travers la vitre comme s'il attendait encore quelque chose. Peut-être Hugo. Peut-être une raison de comprendre tout ce qui venait de se passer. Il n'a pas demandé. Il est juste resté immobile. À l'intérieur, à travers les hautes fenêtres, la scène était figée. Personne n'avait bougé. Le DJ n'avait toujours pas mis de musique. Le gâteau reposait intact sur son élégante petite plateforme. Les serveurs planaient comme s'ils ne savaient pas s'il fallait commencer à débarrasser les tables ou partir eux-mêmes. Chaque invité était assis, raide, le visage vide ou légèrement incliné pour éviter tout contact visuel. On pouvait presque entendre le bourdonnement des bouches d'aération de l'extérieur. Solange était toujours à la table d'honneur, le dos raide, les mains posées sur ses genoux, comme une étudiante surprise, en train de tricher devant toute la classe. Ses joues étaient pâles. Elle n'a même pas cligné des yeux. Ces demoiselles d'honneur étaient éparpillées dans leurs robes assorties, ne parlant pas, ne se refaisant pas le maquillage, ni ne sortant leur téléphone pour des selfies, juste fixant le sol, essayant de disparaître. Éléonore s'est finalement levée à nouveau. Elle a resserré son châle autour de ses épaules, comme si elle avait froid, ou comme si elle avait besoin de quelque chose pour s'envelopper maintenant que son plan, pour sa perle rare, s'était brisé. « Hugo est ingrat », a-t-elle dit à voix haute, sa voix brisant le silence de mort de la pièce. Après tout ce que nous avons fait pour lui, c'est comme ça qu'il nous récompense. Quelques personnes se sont tournées vers elle, mais pas avec sympathie. Juste des regards vides. Personne n'a approuvé. Personne n'a hoché la tête. Personne n'a même fait semblant de la soutenir. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle attendait des applaudissements ou un rire de soutien. Rien. Puis ses yeux se sont posés sur moi à travers la vitre. Elle a pointé du doigt. « C'est ta faute, Antoine. Tu l'as embarrassé. Tu gâches toujours tout. » Cette voix, celle avec laquelle j'avais grandi, celle qui pouvait remplir une maison et briser votre colonne vertébrale en une seule phrase, ne portait plus comme avant. La pièce n'a pas réagi. Personne n'a suivi son exemple. Personne n'a applaudi. Personne n'a pris la défense de Solange. Pas même sa propre famille. Ils ont juste fixé les nappes ou picoré leur nourriture, comme s'ils souhaitaient être n'importe où ailleurs. Et juste comme ça, le pouvoir d'Éléonore s'est brisé. J'ai vu ses épaules s'affaisser. Le masque a glissé. Pendant une seconde, elle a juste eu l'air vieille, pas polie, pas vive, pas la femme qui dirigeait chaque événement familial avec un verre de vin et un faux sourire. Juste une femme qui avait perdu le contrôle de la pièce et ne savait pas comment le récupérer. Je n'ai rien dit, ni à elle, ni à personne. J'ai regardé Léo. Son visage était calme, mais sa voix est sortie petite. « On peut partir ?» J'ai hoché la tête. « Oui, mon grand. Rentrons à la maison. » Il n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Nous nous sommes détournés de la vitre et avons marché vers la voiture. Ma veste de location me pesait sur les épaules, comme si elle avait absorbé le poids de tout ce qui s'était passé à l'intérieur. L'air était frais. Quelque part derrière nous, le vent s'est levé à travers les arbres le long de l'allée, bruissant les feuilles, de vignes comme si le monde avançait, qu'il soit de près ou non. Léo s'est monté sur la banquette arrière et s'est attaché sans un mot. Je me suis glissé sur le siège conducteur, j'ai ajusté le rétroviseur
et nous ait regardés tous les deux un instant. Sa cravate à clipser était un peu de travers. Mon col était froissé là où j'avais transpiré plus tôt. J'ai démarré le moteur. Nous nous sommes éloignés de ce bâtiment comme si nous sortions d'un incendie qui ne s'était pas encore complètement éteint. À l'intérieur de la voiture, Léo a enfin parlé. Tonton Hugo était en colère. « Oui », ai-je dit, gardant les yeux sur la route. Il l'était. Il a regardé par la fenêtre puis s'est tourné vers moi. « Mais pas contre nous. »« Non », ai-je dit, « pas contre nous. » Le silence s'est de nouveau installé. Mais ce n'était pas gênant. C'était propre. Comme le genre de silence qui vient après qu'on a fermé une porte pour de bon. Nous avons dépassé les collines et les voitures garées et le grand chapiteau blanc toujours éclairé comme si rien ne s'était mal passé. Mais nous savions mieux. Ce chapiteau, ce bâtiment, cela ne signifiait plus rien maintenant. C'était une scène et tout le spectacle s'était effondré en plein milieu de la représentation. De retour au motel, j'ai laissé Léo prendre la première douche. Pendant qu'il était là, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai fixé la télévision, même si elle n'était pas allumée. Mes mains étaient toujours serrées sans que je le remarque. J'ai dû les secouer comme si je venais de finir un combat. Léo est sorti enveloppé dans une serviette, les cheveux humides, son pyjama à moitié enfilé. Il a rampé sur l'autre lit et a tiré les couvertures sur lui comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. Je me suis levé, me suis lavé le visage, j'ai enlevé ma chemise habillée et je me suis glissé dans le lit à côté de lui. Je n'ai pas pris la peine d'éteindre la lumière. Il s'est retourné pour me faire face. « On reverra tonton Hugo ?» Je l'ai regardé. « Oui », ai-je dit. « Je pense que oui. » Il n'a rien demandé d'autre. Il a fermé les yeux et s'est endormi en moins d'1 minute. Je suis resté éveillé un moment, fixant le plafond, pas en colère, pas triste, juste éveillé. Et je n'arrêtais pas de penser à une chose, encore et encore. Ils l'ont tous vu. Chaque personne dans cette pièce a vu qui était vraiment Éléonore, qui était Solange, qui j'étais. Et pour la première fois, ils n'ont pas ri. Ils n'ont pas fait semblant que tout allait bien. Ils n'ont pas applaudi, ils n'ont pas couru, mais ils l'ont vu. Et ça, c'était plus que ce que j'avais jamais obtenu d'eux. Je me suis réveillé avant l'alarme. Je n'ai même pas regardé l'heure. J'ai juste fixé le plafond tandis que la climatisation du motel bourdonnait derrière ma tête comme si elle essayait de noyer mes pensées. Léo dormait toujours profondément, recroquevillé sur le côté, respirant doucement. Sa cravate était toujours sur la table de chevet, sa petite attache. Je l'ai regardé longtemps, comme si c'était une sorte de preuve. J'ai pris mon téléphone. 19 appels manqués, un d'Éléonore. Les autres étaient tous des numéros inconnus ou des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Quelques-uns avaient laissé des messages vocaux, mais je n'ai pas écouté. Je n'avais pas besoin d'entendre leurs excuses à la con ou leur « tu sais qu'elle ne pensait pas ça ». Il y avait aussi quelques SMS. La plupart de gens que je connaissais à peine. L'un disait « Salut, je voulais juste dire, c'était attendu depuis longtemps. Tu as bien géré. » Un autre n'avait qu'une phrase. Il a parlé pour nous tous. Puis, j'ai vu le lien. Quelqu'un m'avait envoyé une vidéo. Pas de sujet, pas de message, juste le lien. Il s'est ouvert sur TikTok. Des invités à la réception, probablement du côté de Solange, avaient enregistré le discours d'Hugo sur leur téléphone. On le voyait clairement. Hugo debout dans son smoking, prenant le micro à Solange, son visage figé. La réaction d'Éléonore, tout. En bas de l'écran, le marié interpelle sa propre famille au mariage. Attendez un peu. Je ne voulais pas le regarder, mais je l'ai fait. J'ai regardé toute la vidéo de 2 minutes là, dans la chambre du motel, avec la lumière qui filtrait à peine à travers les rideaux, et Léo respirant régulièrement à côté de moi. 40 000 vues. C'est ce qu'elle avait eu du jour au lendemain. À l'heure du déjeuner, elle en a atteint 80 000. Au moment où je suis rentré chez moi, elle a dépassé les 100 000. Je ne l'ai pas republié, je n'ai pas commenté, je n'ai pas aimé. Mais j'ai lu les réponses. Enfin, quelqu'un l'a dit. Cet homme est un héros. Au père célibataire, respect. Ça vient de guérir quelque chose en moi. Marié de l'année, bordel, j'ai pleuré. Qui a élevé ce gars?
pas sa mère, clairement. Celui-là m'a fait m'arrêter. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré non plus. J'ai juste fixé l'écran et j'ai senti quelque chose bouger. Pas d'une manière dramatique, juste ce léger relâchement dans ma poitrine. Comme un nœud qui avait commencé à se défaire et je n'avais même pas réalisé à quel point il s'était serré. Nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant sur le chemin du retour. Nous nous sommes assis dans un coin, tous les deux portant encore les vêtements de la veille. La serveuse n'a pas posé de questions. Elle a apporté à Léo une pile de crêpes et m'a donné un café supplémentaire sans dire un mot. Je l'ai regardé manger pendant que le soleil filtrait à travers les stores et j'ai réalisé à quel point il avait l'air serein, comme s'il avait déjà rangé toute l'affaire dans la catégorie « leçons apprises » et qu'il attendait juste que le prochain chapitre commence. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai laissé notre sac de voyage près de la porte et je me suis assis sur le canapé pendant ce qui a semblé des heures. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas répondu au téléphone quand il a sonné de nouveau. Je me suis juste assis avec le poids de ce qui s'était passé et je l'ai laissé s'installer. Léo a disparu dans sa chambre. Il n'a pas dit grand-chose. Il a été silencieux toute la journée, mais pas d'une manière effrayée ou contrariée, juste pensif. Ce soir-là, pendant que je rinçais la vaisselle dans l'évier, il est revenu avec une feuille de papier et l'a tenue comme si ce n'était rien de spécial. « Regarde !» a-t-il dit. J'ai séché mes mains. Je me suis retourné. C'était un dessin. 3 bonshommes allumettes, un grand, un moyen, un petit. Le grand avait une petite boîte devant son visage, un microphone dessiné au crayon bleu. Le petit avait un grand sourire. Le moyen avait des cheveux en pointe, comme la façon dont il me dessine quand nous jouons aux super-héros. Je n'ai même pas eu besoin de demander. « C'est toi, c'est moi et c'est tonton Hugo », a-t-il dit quand il a dit le truc. Je l'ai regardé 1 seconde de plus que prévu. Puis j'ai marché vers le réfrigérateur, j'ai attrapé l'aimant le plus proche et je l'ai collé en plein centre. Léo a souri et est retourné dans sa chambre sans un mot de plus. Et je suis resté là, fixant ce maudit dessin. Ça n'a pas fait disparaître la douleur. Ça n'a pas arrangé ce qu'Éléonore avait dit. Ça n'a pas effacé les années passées à être tenus à distance, les anniversaires manqués, les fêtes où nous n'étions pas invités. Mais c'était quelque chose. Pas des applaudissements, pas le pardon, mais quelque chose de réel. Le genre de réel qui n'a pas besoin d'une scène ou d'une foule. Plus tard cette nuit-là, quand Léo dormait et que la maison était enfin silencieuse, je suis entré dans la cuisine et j'ai de nouveau regardé le réfrigérateur. Le dessin était toujours là, un peu froissé sur les bords par ses petites mains. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus comme un invité dans ma propre vie. Je ne me tenais plus à l'extérieur, espérant que quelqu'un me laisserait entrer. J'étais déjà chez moi. La vidéo a continué à grimper, 100 000, puis 200 000. Des gens de tout le pays la partageaient, des blogs parentaux, des comptes de santé mentale, même une enseignante de Vendée qui a commenté le clip en disant « Voici à quoi ressemble la responsabilisation ». Et pourtant, Solange a essayé de se justifier. Elle a posté une photo le lendemain d'elle tenant une tasse de café avec le mot « grâce » dessus. La légende disait « Parfois, les gens disent des choses qu'ils regrettent. Nous apprenons, nous grandissons, nous pardonnons. » Les commentaires ont été verrouillés dans l'après-midi. Puis, 1 semaine plus tard, elle a retenté sa chance et passé en direct sur Instagram, assise sur son canapé impeccable, parlant doucement comme un professeur de yoga, disant aux gens que tout cela était un malentendu, que Hugo avait réagi de manière excessive sur le moment et que les mariages sont émouvants pour tout le monde. Personne n'a cru, pas même ses propres demoiselles d'honneur. La 2e semaine, toutes les photos d'elle et Hugo avaient disparu. Le message d'engagement supprimé, le lien de la liste de mariage mort, même le hashtag #HugoAideSolange. Pour toujours, n'affichait plus que des mèmes. Ils n'ont pas publié de communiqué, pas d'excuses, soigneusement formulées, pas de clôture publique, juste le silence, un effacement numérique, puis Éléonore a appelé. Son nom est apparu sur mon écran alors que je déchargeais des cartons sur le quai de chargement de l'entrepôt. Pendant 1 demi-seconde, j'ai failli ne pas décrocher, mais je l'ai fait. Elle a sauté le bonjour. « Tu te rends compte à quel point tu m'as fait paraître ridicule ?» Sa voix était dure, cassante,
Aucune trace de tristesse, aucun regret. Tu as laissé ça arriver, a-t-elle poursuivi. Tu es resté là et n'as rien dit. Tu l'as laissé se faire humilier devant tout le monde. Penses-tu que c'est ce qu'un bon frère fait ? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas réagi à son énergie. J'ai juste tenu le téléphone à mon oreille et j'ai attendu qu'elle s'épuise. Quand elle a finalement arrêté, j'ai dit « Je ne suis plus ton souffre-douleur ». Puis j'ai raccroché. Pas de discours, pas de suivi, juste terminé. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de culpabilité après. Pas même un léger frisson de ce poids habituel. C'était comme enlever une veste dont je n'avais pas réalisé qu'elle était 3 tailles trop petite. Ma vie n'a pas changé comme par magie après ça. J'avais toujours les mêmes factures, les mêmes horaires. Je travaillais toujours la nuit à l'entrepôt et remplissais mes journées de livraison dans ma vieille Toyota. Je vivais toujours au jour le jour. J'empilais toujours des coupons pour les fournitures la lecture scolaire de Léo. Mais quelque chose avait changé dans ma façon de me tenir. La façon dont je me comportais devant des gens qui me regardaient de haut. Et Léo l'a remarqué, pas seulement ce jour-là, mais dans les semaines qui ont suivi, il a commencé à poser des questions différentes, plus courageuses. Pourquoi mamie n'est jamais venue à mon anniversaire ? Pourquoi tonton Hugo dit pardon quand personne d'autre ne le fait ? Pourquoi plus d'adultes n'arrêtent pas les méchants ? Je n'avais pas de réponse claire, mais je lui ai donné des réponses honnêtes, et au lieu de se recroqueviller ou d'avoir peur, il a écouté. Il a demandé plus. Il a supporté l'inconfort et n'a pas essayé de s'en échapper. Un après-midi, il est rentré de l'école, les cheveux en bataille et la chemise un peu sale. J'ai cru qu'il avait eu des ennuis. Il s'est avéré qu'un enfant de sa classe se moquait d'une fille qui portait les mêmes chaussures tous les jours. Léo s'est levé. Il lui a dit d'arrêter. Assez fort pour que l'enseignante l'entende. Quand j'ai demandé ce qui l'avait poussé à le faire, il a juste haussé les épaules. « Comme tonton Hugo », a-t-il dit, comme si c'était évident. Je me suis détourné et je me suis essuyé le visage avant qu'il ne puisse voir. Ce soir-là, je l'ai conduit à un rendez-vous tardif chez le dentiste. Et pendant qu'il était à l'intérieur, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait un message d'un numéro que je n'ai pas reconnu au début. « Rapprochons-nous bientôt. Je te dois plus qu'un discours. » Je l'ai fixé. Puis j'ai réalisé que c'était Hugo. J'ai répondu « Que veux-tu dire ?» Il a fallu 1 minute avant qu'il ne réponde. Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses que tu mérites de savoir. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas envoyé un flot de questions ni exigé d'explications. Hugo n'était pas du genre à avoir le cœur sur la main. Nous n'avons pas grandi en parlant de sentiments ou en mettant nos problèmes sur la table. Nous avons grandi sous Éléonore, où le silence était la sécurité et les émotions quelque chose que l'on cachait ou pourquoi on était puni. Alors quand il a dit qu'il me devait plus, je l'ai cru. Ce n'était pas un avertissement, ce n'était pas une menace voilée. C'était différent. C'était comme le premier coup contre un mur qui était là depuis que nous étions enfants. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé l'écran, assis dans cette voiture garée, écoutant Léo rire à travers la fenêtre du cabinet du dentiste, en regardant des dessins animés dans la salle d'attente. J'ai pensé qu'Hugo viendrait quand il serait prêt. Je n'avais pas besoin d'une parade ou d'excuses formelles, mais le mur avait craqué, et c'était suffisant pour l'instant. Les 2 semaines suivantes sont passées sans un mot de Solange. Pas de SMS, pas d'appel, pas d'excuses enveloppées d'un faux sourire. Pas même un de ces vagues messages moralisateurs qu'elle aimait envoyer quand elle avait besoin de redorer son blason sans assumer la faute. Rien. Idem pour sa famille, sa sœur, ses cousins, ses parents. Tous avaient disparu comme si quelqu'un avait coupé un robinet. Un silence froid. Mais la vérité, ce silence était meilleur que tout le bruit qu'ils avaient jamais fait. Pour une fois, mon téléphone ne vibrait pas avec des invitations hypocrites ou de faux vœux de fête de la part de personnes qui ne voulaient pas de nous à moins d'une séance photo. Pour une fois, c'était juste le calme. Et dans ce calme, les choses ont commencé à respirer. Un matin, je suis sorti sur le perron pour prendre le courrier. Il était tôt. L'air frais arrivait de l'ouest, le ciel encore maculé de nuages matinaux. J'ai ouvert la boîte et j'ai trouvé le nécessaire. Facture d'eau, prospectus de supermarché, une lettre de l'école de Léo et une petite enveloppe, pas de nom, pas d'adresse de retour, juste du papier cartonné crème
avec seulement mon numéro de rue dessus. Cela ressemblait à quelque chose que l'on recevrait avec un panier cadeau. À l'intérieur se trouvait une seule carte, papier épais, carton lourd, pas de motif, pas de salutation, juste 4 mots écrits à l'encre bleue, en majuscule. Au loup, pas de signature. Je suis resté là, la tenant pendant peut-être une minute entière, l'enveloppe battant au vent. Pas besoin de deviner, pas besoin de poser des questions ou d'essayer de comprendre. C'était Hugo, ces mots du mariage. Je n'avais pas besoin de preuves. J'ai glissé la carte dans la poche de ma veste et je suis rentré. Plus tard cette semaine-là, l'école de Léo a organisé son assemblée de fin de semestre. Une de ces choses de milieu de journée où les chaises pliantes grincent et où la petite sœur de quelqu'un pleure en arrière-plan. J'étais assis au fond, sirotant un café dans un gobelet en papier, essayant d'avoir l'air de ne pas être nerveux, alors que je l'étais. Ils ont appelé son nom pour l'élève le plus réfléchi. Il s'est avancé lentement, mais sûrement. Des chaussures marron usées aux orteils, la même cravate à clipser du mariage toujours solidement tenue stop autour de son col. La directrice lui a remis un certificat, puis s'est penchée pour lui demander s'il voulait dire quelque chose. La plupart des enfants auraient secoué la tête et fui. Léo a pris le micro. Juste quelques mots. Rien de dramatique, rien d'hésitant. Mon papa est le gars le plus fort que je connaisse. C'était tout. Pas de grand discours, pas de pause pour l'effet. Il l'a juste dit et est descendu de la scène comme si c'était la chose la plus évidente du monde. J'ai applaudi le plus fort, pas par fierté, pas même par émotion. J'ai applaudi parce que c'était vrai et parce que ce moment-là, cette phrase, avait plus de pouvoir que tout ce qu'Éléonore avait jamais mis dans une lettre de Noël. Ce soir-là, après le dîner, la vaisselle et les devoirs, et une rapide guerre de pistolets nerfs dans le salon, j'étais en train de coucher Léo quand j'ai vu l'écran de mon téléphone s'allumer. Hugo. La deuxième fois qu'il appelait depuis cette nuit-là. Je n'ai pas décroché. Non pas parce que je l'ignorais, mais parce que Léo était déjà à mi-chemin de me raconter l'histoire d'un nouveau robot qu'il avait vu dans un livre à l'école. Et je n'allais pas l'interrompre pour qui que ce soit. Pas même pour mon frère. Après que Léo se soit endormi, j'ai écouté le message vocal. La voix d'Hugo était calme, plus basse que d'habitude, un peu nerveuse. « Retrouvons-nous ce week-end » a-t-il dit. « J'amènerai quelqu'un avec moi. Il attend depuis longtemps. » C'était tout. Je l'ai joué 2 fois. Je me suis assis sur le canapé. Lumière éteinte. Juste le réfrigérateur qui bourdonnait dans la cuisine et la respiration douce de Léo au bout du couloir. Je savais ce qu'il voulait dire. Une partie de moi ne voulait pas espérer. J'avais gardé cette porte scellée si longtemps que ce n'était même plus une porte, plutôt un mur. Un mur solide, un que j'avais repeint, dépassé, essayé d'oublier qu'il existait. Mais la deuxième fois que j'ai entendu le message, je l'ai senti. Cette petite fissure de nouveau, ce même déplacement dans ma poitrine. Pas grand ouvert encore, loin de là, mais là. 6 mois plus tard, j'étais toujours fatigué. Je faisais toujours des nuits à l'entrepôt. Je jonglais toujours avec les applications de livraison pendant la journée. Je préparais toujours des toasts au beurre de cacahuète pour Léo tous les matins, parce qu'il jurait que les œufs lui donnaient des hauts le cœur. Mais quelque chose était différent. Je ne tressaillais plus quand quelqu'un évoquait ma famille. Je ne baissais plus les yeux quand je croisais un voisin qui se souvenait mieux de la voix d'Éléonore que de mon nom. Je ne m'expliquais plus lors des événements scolaires ou au téléphone à des gens qui ne m'appelaient par obligation. Je ne portais plus la honte. Léo aussi était différent. Il posait des questions plus pertinentes maintenant. Il tenait ses épaules plus hautes. Il regardait les gens dans les yeux, même les adultes, même ceux qui ne le méritaient pas. Il a commencé à prendre la défense des enfants ignorés en classe, même si cela signifiait se faire réprimander lui-même. Et chaque fois qu'il le faisait, il rentrait à la maison, laissait tomber son sac à dos et disait « C'est ce que tonton Hugo aurait fait ». Comme si c'était une règle maintenant, comme si c'était dans notre sang. Hier soir, en nous brossant les dents, il a demandé « Papa, tu es toujours en colère à propos de ce mariage ?» J'ai craché, essuyé ma bouche, puis je l'ai regardé dans le miroir. « Non !» ai-je dit. « Pourquoi ?» Il a haussé les épaules. « Parce que je pense qu'on a gagné, toi et moi.
Je n'ai rien répondu. J'ai juste hoché la tête, parce qu'il avait raison. Nous n'avons pas crié, nous n'avons pas supplié, nous ne sommes pas restés là à essayer de réparer ce qui était déjà cassé. Nous nous sommes juste levés, nous sommes partis, et quelqu'un que personne n'avait vu venir, a forcé toute la pièce à regarder ce qu'ils étaient devenus. Ce matin, j'étais à mi-chemin de plier une pile de linge quand on a frappé à la porte. Les dessins animés hurlaient en arrière-plan. Léo était allongé sur le tapis, face contre terre, avec une brique de jus, les pieds en l'air, comme si c'était un samedi normal. J'ai ouvert la porte, c'était Hugo. Il avait l'air différent, plus léger, mais sérieux. Comme quelqu'un qui avait enfin cessé de traîner les attentes des autres. Il n'a pas souri, n'a pas gigoté. Il est resté là un instant, puis a dit « Il est là ». Je n'ai même pas eu à demander qui. Il y avait une ombre derrière lui. Puis un homme s'est avancé, barbe grise, épaules larges, des yeux lourds qui ressemblaient aux miens. Il ne portait rien de spécial, juste un jean et une chemise en flanelle sombre. Mais il ne semblait pas plus petit que dans mes souvenirs. Au contraire, il ressemblait à quelqu'un qui avait vieilli à la hâte, mais qui gardait encore chaque mot qu'il n'avait jamais prononcé. Je ne l'avais pas vu depuis mes 12 ans. Il a ouvert la bouche, et sa voix était rauque mais ferme. « Je ne suis pas parti », a-t-il dit. On m'a poussé dehors, mais j'aurais dû trouver un moyen de revenir. Je n'ai pas parlé. Ma mâchoire s'est serrée. Mes mains se sont crispées sur les côtés. Il a attendu. N'a pas rempli le silence, n'a pas essayé de me vendre une histoire. Alors je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis à table, la même que Léo et moi utilisions pour les devoirs et les soirées croque-monsieur. Mon père Vincent n'a pas supplié, n'a pas énuméré ses regrets, ni prétendu savoir ce que j'étais devenu. Il m'a juste regardé droit dans les yeux et a dit « Tu as fait mieux que moi, j'en suis fier ». Les mots n'ont pas eu un grand impact émotionnel. Il n'y a pas eu de larmes, pas de musique de fond grandiloquente, ils ont juste pénétré. Léo a jeté un coup d'œil dans la pièce, silencieux, curieux. Je lui ai fait signe de venir. « C'est ton grand-père », ai-je dit, « mon père ». Il s'est approché, les yeux grands ouverts, tenant toujours sa brique de jus. Mon père s'est penché lentement, a posé une main sur un genou et a tendu l'autre. Léo n'a pas hésité, il lui a serré la main, puis a souri comme s'il venait de rencontrer un super-héros. Nous n'avons pas pleuré, nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Mais quelque chose s'est ouvert dans cette pièce, quelque chose de plus ancien que le discours d'Hugo et de plus profond que le silence d'Éléonore. Quelque chose que je ne savais pas encore enfermer en moi. Et j'ai su, à ce moment-là, que tout ce qui viendrait ensuite serait à nos conditions. Pas de prétention, pas de courbettes juste pour rester dans la pièce. Je n'avais besoin de l'approbation de personne. Je n'avais pas besoin qu'ils m'aiment. J'avais juste besoin de cesser de leur donner le pouvoir de me blesser. Et c'est ce que j'ai fait.